Dans cette petite intervention, je me suis organisé en deux axes. Le premier, c'est l'assassinat politique, et c'est de définition, de détermination plutôt. Le deuxième, c'est quelques propositions pour en limiter la prépondérance. Dans le premier axe, je vous propose une définition préliminaire comme suit. Donc, à mon sens, il y a lieu de parler d'assassinat politique chaque fois que la personne est tuée pour ses seules idées, opinions relatives à la scène publique, nationale ou internationale. Ces mêmes idées peuvent concerner une situation actuelle ou passée, c'est-à-dire actuelle ou passée à évaluer, ou ils peuvent concerner aussi ou se pencher sur un projet à venir. Donc une fois que l'assassinat est fait sur la base de ces idées, on parle d'assassinat politique. Mais en fait, c'est le dernier cas qui prédomine, c'est-à-dire celui des idées relatives à l'avenir. En effet, l'assassin a souvent peur de l'avenir, et donc il fait recours à l'assassinat du leadership, entre guillemets, à titre préventif. Alors la question qui pèse ici, c'est est-ce que l'assassinat politique est la seule voie dont le criminel dispose pour freiner les ambitions de son opposant? C'est la question même de la démocratie, j'imagine. En effet, dans toutes les sociétés et les nations, il y a des tendances antagoniques. La seule différence consiste à la manière dont on gère ces différends. Cette manière elle-même est dépendante de l'échiquier politique en place. Ainsi, dans un environnement démocratique, les institutions s'en occupent. Et la primauté revient en dernier ressort à la légitimité des urnes. Contrairement, dans un contexte politique fermé et caractérisé par la tyrannie, les antagonismes ne trouvent pas d'issue pacifique de résolution. Ils se convertissent en violence, parfois structurée. Ceci est vérifié à l'échelle internationale. Sinon, comment expliquer les assassinats politiques dont les auteurs furent les instances d'espionnage des pays hégémoniques? Souvent, les acteurs ne sont pas les auteurs dans les assassinats politiques. L'instrumentalisation intervient pour dissiper les traces du crime. Dans le cas de notre martyr Haïti, l'islamisme a été instrumentalisé pour faire régner la terreur dans l'université marocaine. Alors permettez-moi de faire un petit retour bref sur le climat marocain à l'époque, accent mis sur l'université et l'organe syndical étudiantin, l'UNEM, Union nationale des étudiants du Maroc. Je rappelle que depuis 1984, le régime a procédé au limogeage des instances de l'UNEM, détention par centaines, violence et fermeture pure et simple des locaux. La tenue de congrès est toujours impossible depuis le dernier congrès échoué en 1984. Au début, c'était le régime qui s'occupait de généraliser la peur et la terreur. Ceci lui a coûté cher vis-à-vis de l'opinion publique internationale. Depuis les années 90, la tâche devint étable sans facture à payer. L'équation d'or est établie. Encourager la violence contre les tendances islamistes et celles de gauche. L'islamisme politique était prêt à recevoir le message. Et la violence aveugle domine les campus universitaires marocains. Le régime à l'appui, les raids s'avèrent faciles à organiser. C'est dans ce contexte que Feu Meïssa a trouvé la mort. Des jeunes barbus l'ont tué avec sang-froid. Je m'excuse de faire un autre regard concis sur le projet des Caïdines, fraction estudiantine dont relevait notre martyr de Meïssa. En un mot, le projet consistait à récupérer l'UNEM après des années de chaos et d'horreur. Le dit projet prévoit place pour toutes les inspirations à l'époque, y compris bien entendu l'islamisme.
Palpablement, ceci visait l'arrachement du droit à l'organisation et à l'expression dans l'université marocaine. Le document ne manque pas dans ce sens. Un document interne qui explicite les grandes lignes du projet est rédigé par la main même de Blaise, par la main propre de Blaise. Alors la question est, à qui fait peur ce projet? Plutôt, qui a intérêt à faire avouer cette espérance à l'échec? À mon sens, c'est le régime marocain. C'est lui qui compte bien ce que veut dire le retour de l'UNEP des années 60, 70 et 80 en témoigne là. Le même projet aurait contribué à la consolidation et à l'amplification de la gauche marocaine après des années de torture et de détention politique. Aujourd'hui, après le printemps démocratique que la région a vécu, la question dessus pourra se reformuler comme suit. Qu'en serait-il le cas si le mouvement marocain avait entamé son initiative à côté d'un UNEM structuré et d'une gauche marocaine unifiée? Preuve à l'appui. Si Aït Jid fut assassiné par les islamistes par leur propre décision, pourquoi l'État marocain n'a pas ouvert d'enquête au moment du crime? L'affaire de Naïssa a fait objet d'instrumentalisation pour concrétiser le crime d'abord, ensuite pour en profiter contre toute tête mûre. Qui sont ces têtes mûres? Au début, c'était les Qaïdis eux-mêmes qui furent poursuivis pour, je cite, participation à la violence ayant abouti au décès d'un étudiant. Cette formule est à consulter dans le dossier d'accusation de Doukali Chafaoui, Alia Khalid. 10 ans après, interviendra, ou bien viendra le rôle du groupe islamiste, Al-Adwa al-Ihsan, qui commence à gêner le régime. Un étudiant y appartenant est accusé de l'assassinat. Et il faut encore attendre 2012 pour que le dirigeant du parti PJD, parti de la justice et au pouvoir, de développement, Abdelhamid Hamiddine, qui a lancé une déclaration aussi sage et courageuse qu'elle a inquiété ses confrères du parti. Elle a lancé que le roi est appelé à respecter les attributions du chef du gouvernement. C'était à l'occasion de la nomination d'Iwali. Quelques semaines après, une procédure d'accusation de l'assassinat de Benaïssa est ouverte contre Hamiddine. Malheureusement, certains militants sont de bonne foi dans ce processus d'instrumentalisation. En conclusion, le régime marocain est le premier responsable de l'assassinat du feu Benaïssa. Il a tué la personne. Je vous en prie, ne le laissez pas tuer la personnalité, l'histoire et la cause. Dans un dernier axe, je m'oriente vers quelques propositions pour, à mon sens, limiter la prépondérance de l'assassinat politique. Il n'est pas d'abord à démontrer que l'assassinat politique continuera tant que la démocratie n'est pas là. Néanmoins, certaines mesures peuvent en limiter la prépondérance. Il s'agit notamment de, dans un premier point, s'organiser et militer pour dévoiler la vérité complète, récompenser les ayants droit et poursuivre les auteurs et pas seulement les acteurs devant la justice. Cette dernière tâche n'est pas toujours facile en l'absence d'une autorité juridique dépendante. Mais le recours aux instances internationales ne doit pas être conçu comme étant une trahison dans ce cas. Dans un deuxième point, il faut contribuer activement à la prépondérance de la culture de dialogue et de l'écoute de l'autre, la reconnaissance, la compréhension de l'autre. C'est en procédant ainsi que l'on laisse écouler l'occasion du tyran de confronter les composantes de la société l'une contre l'autre et maintenir sa chaise éternelle. Ce sont juste des propositions. Et c'est à mon sens la voie même à minimiser la prépondérance de l'assassinat politique. Cette compréhension de l'autre est d'autant plus importante que notre diversité est l'une de nos composantes personnelles et trouve ses origines dans nos assises aussi bien historiques que culturelles.
Merci de m'avoir permis cette intervention. Faites flamme. Vos travaux réussiront, j'en suis certain. Merci encore.